J'ai la pression là normalement. Non, je rigole. Alain, est-ce que tu peux te présenter? Je préfère que vous vous présentiez parce que je ne veux rien dire, parce que toi, tu sauras mieux dire avec tes mots qui tu es, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. C'est difficile aussi de passer après Nissi qui a un témoignage exceptionnel. Alors, moi, je suis Alain Tsiba. J'ai commencé à travailler dans les années 2007-2008 dans une institution que peut-être beaucoup connaissent ici, qu'on appelle Chambre de commerce et d'industrie. On la trouve généralement dans tous les pays. Et là-bas, j'ai passé pratiquement 7 ans. Après, j'ai décidé de changer puisque dans cette chambre de commerce-là, on appuie les entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet, j'ai entendu beaucoup parler de projets, lorsque vous avez un projet, vous avez envie de créer même un projet d'investir, vous approchez ces institutions d'appui aux entreprises. Donc, après mon parcours, j'ai décidé aussi de changer. Donc, je suis titulaire de 2 masters, un en gestion de projet, un autre en stratégie d'entreprise que j'ai fait au CNAM. Et puis, je suis aussi titulaire d'un MBA en management stratégique et intelligence économique que j'ai fait à l'école de guerre économique de Paris. Je suis aussi journaliste économique à Vox Africa, qui est une chaîne que vous, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est là-bas, pour la première fois, lorsque je recevais Christelle, elle était venue pour présenter son livre sur le mindset. Et c'est comme ça que le réseau s'est déployé. Donc, vous avez vu que la connexion avec Christelle aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, moi, on est pratiquement peut-être 50 ou 60 personnes ici. Donc, mon réseau va s'élargir aujourd'hui. Donc, je suis expert en intelligence économique et veille stratégique. J'ai un cabinet qui travaille dans ce sens-là qu'on appelle Best Intelligence. C'est un cabinet qui est lié à l'intelligence économique. Tout à l'heure, je vais vous expliquer les méandres, les éléments conceptuels et concrets. Comment est-ce que l'intelligence économique peut aider les entreprises? Moi, le cœur du métier, c'est l'information économique, mais surtout, ce que j'aime dire, c'est de booster votre chiffre d'affaires. Si on est entrepreneur ou on veut créer son projet, qu'on n'a pas l'idée de booster son chiffre d'affaires, c'est pas la peine de sortir votre projet, c'est pas la peine de sortir l'entreprise. Donc, dans ma narrative, vous allez beaucoup entendre parler des chiffres d'affaires, d'information économique. Et puis, dernière chose, me présenter il y a maintenant 3 ans, que j'ai créé un événement qui est devenu aujourd'hui un événement international. Christelle était à la 2e édition à Paris. L'événement, c'est le Let's Talk Best Business. En un an, l'événement, je l'ai fait dans 3 pays, c'est-à-dire en France, en Belgique et en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile, surtout en Côte d'Ivoire, où c'était très, très compliqué, mais c'est ça aussi le mindset. Quand vous voulez aller, on a parlé de vision, vous devez avoir une capacité de résilience qui est hyper importante dans l'entrepreneuriat. Si vous ne l'avez pas aussi, ça se cultive, ça s'apprend, mais être entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être prêt, on va démarrer maintenant. Ah, super. Est-ce qu'on peut applaudir? Très bien. Non, mais en fait, c'est... Pourquoi je t'ai invité? C'est parce que c'est un parcours qui est quand même assez intéressant. Il travaille, il est journaliste. Moi, je l'ai rencontré, comme il a dit, justement dans le cadre de Vox Africa. Et on va revenir sur cette thématique parce que j'ai pas mal de questions pour toi, hein, tu te doutes bien. Quand on passe de la vision à l'exécution, il y a souvent un moment où il faut traduire l'idée en action concrète. Pour toi, en fait, si tu dois donner, je ne sais pas, un conseil, quel est le premier pas? Pour tous ceux qui sont là, quel est le premier pas, pour toi qui est intéressant, pour qu'on puisse transformer une vision en une réalité concrète? Alors, tout à l'heure, la dame qui est juste derrière, j'oublie un peu le prénom, elle a dit, Natacha, pardon. Elle a dit en fait qu'elle avait énormément d'idées et elle ne savait pas ce que choisir. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas dans un monde de bisounours lorsqu'on veut faire des affaires. On est dans un monde de guerre de l'information et de guerre économique. Lorsque vous avez une idée, vous pouvez avoir 1 million d'idées, 1 milliard d'idées, mais l'idée doit répondre à un besoin. Ce n'est pas parce que vous avez une idée avec de belles couleurs. Ce n'est pas parce que vous avez une idée, parce que pour vous, vous trouvez que l'idée, elle est mignonne. Mais est-ce que ça répond aux besoins du consommateur? Vous pouvez se faire sortir le meilleur produit possible, mais si ce produit-là ne répond pas aux besoins du consommateur, honnêtement, ce n'est pas la peine. Donc, la vision que vous avez, pour aller à l'exécution, les premiers pas, c'est de se dire, moi j'ai une idée, j'ai un projet, mais est-ce que le projet que j'ai
va avoir l'assentiment de tous. Est-ce que le projet que j'ai va répondre à un besoin? Alors, il y a 3 types de besoins. Le projet doit répondre à un besoin d'innovation. Je prends l'exemple de cette bouteille-là. Moi, je peux me dire, alors, cette bouteille, elle est peut-être transversale, elle est transparente, on la voit. Moi, je vais mettre de l'innovation. Peut-être mon innovation, ça sera de rester ici, Alain. Dès que je fais tac, automatiquement, je vois le jet d'eau qui arrive à ma bouche. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est le besoin de l'innovation. Ou bien un besoin d'amélioration. Je me dis, comment est-ce que je fais pour améliorer? Parce que ce qui est là existe déjà. Ou bien un besoin de communication. Ça veut dire la communication, il y a des produits qui existent, mais qu'on ne connaît pas. Mais pourtant, ce sont de très bons produits. Donc, l'idée que vous avez, la vision que vous avez doit répondre à ces besoins. Un besoin d'innovation, besoin d'amélioration du produit. Parce que ce que vous allez mettre sur le marché, dites-vous, il existe déjà. Vous n'êtes peut-être pas la première personne à mettre en place ce projet-là, mais vous mettez le projet et vous venez améliorer ce projet. Et puis, surtout la communication qui est aujourd'hui, qu'on le dise ou pas. Moi, l'un de mes poches budgétaires, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit aujourd'hui, c'est vrai que je travaille à la télé qui a une force, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux ont une concurrence très, très violente avec la télévision. Aujourd'hui, la télévision est là seulement pour crédibiliser l'information. Parce que quand vous allez regarder Vox Africa, quand vous allez regarder TF1 ou toutes les autres chaînes, vous allez vous rendre compte que l'information qui est là-bas, parce que c'est Vox Africa, quelque part vous avez dit, ok, j'ai 80% de chances d'avoir la bonne information. Les réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle l'infobésité d'information. Donc, on a énormément d'informations. Donc, ces réseaux, ces nouveaux canaux de communication viennent pour concurrencer la télévision. Mais les réseaux sociaux restent, qu'on le veuille ou pas, un élément fondamental de votre communication. Aujourd'hui, si vous voulez vous payer même pas 5 francs, vous créez un compte Facebook gratuit, un compte TikTok gratuit, vous créez votre chaîne YouTube gratuitement, votre compte Instagram, et puis vous commencez à faire la communication. Je parle beaucoup. Hein. En fait, juste pour revenir là-dessus, quand tu parles, il y a beaucoup de choses qui reviennent en moi. Tu sais, tu as parlé des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont un grand moyen de leverage pour avoir des clients, etc. Moi, ça me fait penser aussi à quelque chose, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'information est devenu tellement facile, tellement... Donc, il y en a, par exemple, qui se posent des questions et qui se disent, mais avec l'accès à l'information qui est devenu aussi difficile, comment moi, en fait, qui suis là, enfin, pas difficile, pardon, facile, comment je peux faire la différence, en fait, quand je lance mon entreprise? Tout est devenu instantané. On vit dans un monde instantané. Et ce qui fait que, inconsciemment, je me rends compte, parce que je parle beaucoup avec des jeunes inconsciemment ont un besoin d'avoir tout instantanément. Ils pensent que la richesse va arriver instantanément, que je vais lancer mon projet, ça va arriver instantanément. Et ils ont un mal fou à être patient, en fait. Donc, moi, j'ai envie qu'on parle un peu, justement, à ces personnes qui pensent que tout est instantané, que le succès est devenu instantané, alors que l'entrepreneuriat, tu le disais tout à l'heure, c'est pas un long fleuve tranquille. Quel conseil tu peux donner, justement, ce fait qu'on vit dans un monde où tout est instantané? Maintenant, tu commandes un truc, si tu veux, avec Amazon, tu as ça le lendemain. Tout est rapide, tout est instantané. Mais l'entrepreneuriat, on sait que c'est différent. Quel conseil tu peux donner, justement, à ces personnes qui ont cette tendance à vouloir tout rapidement, tout instantanément? Alors, tout n'est pas instantané. C'est vrai que là, on a l'impression de croire que tout est instantané. Je vais prendre, parce que là, je pense qu'on est là pour parler de façon très pragmatique. Je vais prendre le cas de l'événement que j'ai créé il y a 3 ans. Lorsque je créais l'événement, je me suis dit, attention, on a énormément d'événements dans Paris où on invite des entrepreneurs, où on invite des personnalités qui parlent à la diaspora, etc., etc. Mais moi, ce que je vais rajouter de plus, c'est que je veux un événement où les personnes que je vais inviter à mon événement, ce sont des érudits de l'entrepreneuriat. Ça veut dire, les gens qui vont venir parler aux acteurs ou aux invités qui vont venir, ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat. Je ne veux pas inviter d'universitaires, je ne veux pas inviter des politiciens, tout ce que vous voulez, mais je veux des gens qui ont déjà travaillé dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà leur entreprise. Première chose. Et la deuxième chose, je dis, aujourd'hui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une problématique sur l'accès à l'information. Aujourd'hui, pour trouver la bonne information, comme je disais, il y a énormément de choses, mais où trouver la bonne information?
On a des experts souvent qui sont dans la cosmétique, comme ici et dans d'autres secteurs d'activité. Mais est-ce que ces personnes-là, on les suit déjà sur les réseaux sociaux? Vous voulez travailler dans la cosmétique, vous ne suivez pas un expert de la cosmétique, vous ne savez même pas c'est quoi un laboratoire cosmétique, il y a un problème. Donc déjà, il faut identifier les différents besoins que vous avez. Une fois que vous les identifiez, après la troisième chose, quelle est votre cible? Une fois que vous avez la cible, moi, lorsque j'avais finalisé le projet, je me suis dit, mais qui peut m'aider à faire bouger l'événement? J'ai regardé dans la sphère, je me suis dit, ah attention, j'ai entendu parler d'une maison qu'on appelle la Maison de l'Afrique. C'est une institution où il y a 11 pays africains plus la France. Et c'est une institution qui gère en fait des projets du même niveau que moi parce que c'est une institution d'intelligence stratégique. Et moi, je fais un événement sur l'intelligence économique et la veille stratégique. Donc, j'ai essayé d'approcher le directeur général de la Maison de l'Afrique que je ne connaissais pas. Donc, je le suivais sur LinkedIn et j'ai su qu'un jour, il devait être un événement. J'ai dit, OK. Tout à l'heure, tu as parlé d'investissement sur soi. La billetterie était à 380 €. J'ai dit, OK, mais j'y vais. Je me suis inscrit à 380 €. Je suis arrivé là-bas, il ne me connaissait pas. J'avais mon projet qui était dans une enveloppe. J'ai dit, monsieur le directeur, je m'appelle Alain, il faut jouer aussi sur ses forces. J'ai dit, je suis journaliste économique à Vox Africa. Parce que si je non, attends, ils n'ont pas bien compris. Non, attends. Non, il dit trop de choses là, c'est pas possible. Attends. Est-ce que vous avez compris en fait ce qu'il vient de dire? Comment il s'est présenté pour attirer? Parce que beaucoup de gens sont souvent timides. Donc il faut que tu redises. Non, redis. Il faut qu'ils redisent en fait. Il faut que tu redises. Donc j'ai payé les 380, je suis allé. Et dès que je l'ai vu, j'ai brisé les barrières en fait. Je suis allé directement, je dis, monsieur le directeur, bonjour. Je suis Alain Tiba de Vox Africa. Donc quand je dis Vox Africa, automatiquement, il est interpellé. Parce que je suis Alain Tiba, non, intelligence économique, patati patata. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de ça. C'est pas le sujet. Mais quand je dis Vox Africa, il dit, ah oui. Et c'est comme ça. Je dis, donnez-moi 3 minutes. Il dit, OK, voici ma carte, appelez-moi. Et lorsque je l'ai appelé, il a dit qu'on allait faire une visioconférence. Il dit, Alain, je te donne 2 minutes. En 2 minutes, j'ai pitché le projet. Il a mis 10 000 € sur le projet. Voilà. Non, mais attendez. Non. Attends, doucement. Faut bien. Je veux juste revenir. Ce qu'il vient de dire est tellement important. Je crois que vous vous rendez même pas compte. Vous savez, même dans le monde de l'entreprise, parce que j'ai quand même pas mal de personnes aussi qui sont dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on vous enseigne si tu rencontres ton CEO dans l'ascenseur, ce qu'on appelle l'elevator speech. Tu as 2 minutes, elevator speech. Moi, quand j'étais en entreprise, je ne blaguais pas. Hein. J'avais mon elevator, je suis une femme toujours prête. Donc je bûchais mon elevator speech. Pour ceux qui ne connaissent pas, bûcher, c'est-à-dire mémoriser. Mon elevator speech, je sais que, OK, j'ai, 30 secondes. Le temps de l'ascenseur, non, pour monter, si je le croise un jour, ou si je sais qu'il y a un CEO qui est là, je vais tout faire pour entrer dans l'ascenseur, aller dans l'étage où il traîne, et dès que tu croises en 2 secondes, tu dois dire qui tu es, attirer l'attention sur une problématique. Vous avez entendu une problématique que tu as, ou quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il a leveragé, il a pris avantage de la situation qu'il a, c'est-à-dire que beaucoup de gens, la télé, etc., quand tu connais quelqu'un quand même sur la télé, et c'est pour ça que Elon Musk est avec Donald Trump, excusez-moi, quand tu as un réseau social ou un truc sur la communication, c'est une très grande force. Et voilà, et tout de suite, il a saisi les opportunités, il a investi en lui-même. Parce que beaucoup de gens vont se dire, oh non, c'est pas important. Il faut qu'on sorte vraiment de cette mentalité-là. On change de mentalité et on se dise non. C'est-à-dire que les choses ne vont pas nous arriver par accident. Les opportunités se provoquent. Tu dois répéter à ton... Les opportunités se provoquent. Il faut provoquer les opportunités. C'est très, très important en fait. Mais pas provoquer, parce qu'il y en a qui provoquent des opportunités n'importe comment. Non. C'est pour ça que c'est important de savoir où tu vas et par rapport à où tu veux aller, tu provoques les opportunités. Vas-y, Alain. Non, mais... Donc, j'ai payé quoi? 380 €. 10 000 €. En 2 minutes, j'ai eu 10 000 €. Et Christelle, elle est venue à la 2e édition. Il était là. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Le DG de la maison, à la 2e édition, il a mis encore plus. Donc, il est parti au-delà des 10 000 €. Pour seulement 380 €. Et
lui, c'était mon premier partenaire. Et à la première édition, j'ai eu d'autres partenaires. C'est-à-dire que la cagnotte, elle est montée pour seulement les 300. Parce qu'il fallait que lui valide le projet. C'est ça. Les 10 000 euros ont permis quoi? De faire les dépenses par rapport à la salle et d'autres dépenses connexes. Et sans compter, parce que la billetterie, elle était payante et tout. Bah voilà. Donc, pour vous dire une idée que 380 euros, aujourd'hui, ça a permis ça. Mais je vais aller un peu plus loin. Là, aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Et je ne voulais pas tout de suite rentrer dans l'aspect intelligence économique, mais vous allez comprendre. Là, je suis journaliste économique à Vox Africa. J'ai une émission économique. L'émission, elle s'appelle Let's Talk Best Business. Le talk show, parce que ça a changé entre ton moment où tu es venu, c'était Stratégie Éco. C'était Stratégie Éco, oui. Donc, si vous êtes un entrepreneur dans la salle, je ne peux pas parler d'intelligence économique, moi-même sans faire de l'intelligence économique. Donc, vous passez à la chaîne qui est une émission de 26 minutes. L'émission, elle est regardée dans plus de 44 pays. Vous venez parler de votre activité. Il y a des personnes qui sont passées, qui osent, dès que l'émission elle est passée, des semaines après m'appeler, ah Alain, voilà, on a tel partenaire qui nous a appelé ici. C'est ça le réseautage aussi, et c'est ça l'intelligence. On est là pour ça. C'est ça. Et le réseautage, en fait, pour moi, c'est un levier stratégique, et on néglige tellement le réseautage. Moi, je veux qu'on rentre dans des choses concrètes, c'est-à-dire que comment on entretient un réseau. Déjà, peut-être qu'il y en a ici qui sont timides. Je pense qu'il faut déjà briser l'aspect timidité et se dire comment est-ce que... Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails mais je veux que toi, tu en parles. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais comment en bâtir un réseau? C'est un levier. Je veux dire, on ne peut rien faire aujourd'hui sans son réseau. Tu as ton projet, même pour que quelqu'un endorse. Vous savez que juste même quelqu'un qui est connu, qui vous endorse, qui accepte d'avoir sa photo à côté de vous, c'est déjà un endorsement. Et que la personne met en jeu sa crédibilité pour dire « j'appuie ce que tu fais ». C'est déjà quelque chose de très fort. Donc, j'ai envie que tu nous partages un peu comment, pour tous ceux qui sont là, qui ne savent pas comment démarrer, et comme Nissi a dit, il n'est jamais trop tard. Donc, comment aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas encore bâti un réseau peut entretenir son réseau? Alors déjà, pour bâtir un réseau, il ne faut pas être égoïste. Parce que pour certains... Non, il faut que tu redises. Oh, faut que tu redises. Ils n'ont pas compris. Pour bâtir un réseau, il ne faut pas être égoïste. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui est partie du fait que j'ai rencontré Christelle à la télé et on a entretenu le réseau. Tout à fait. La relation, de temps en temps, est-ce que tu vas bien? Comment ça se passe? Et c'est pareil. Donc, les premiers éléments de base pour entretenir votre réseau, ce sont les échanges. Mais vous devez même, pour aller plus loin, vous devez même connaître souvent la date d'anniversaire de d'un ami ou de quelqu'un. Il faut que tu redises. Non, parce que, attends, non, doucement, c'est très important. Parce que des fois, quand on se dit que, non, il faut que tu redises bien, calmement. Parce que souvent, quand on a un réseau, on se dit que non, je vais tout de suite venir, je balance mon projet. Non. Tous les réseaux ne se passent pas comme tu as fait avec monsieur le DG de la Maison de l'Afrique. Non. Il faut savoir. Il y a d'autres personnes, ça prend du temps. Il faut d'abord bâtir la relation. Et j'ai aimé quand tu as dit, il ne faut pas être égoïste. Il faut prendre des nouvelles. Il faut que tu redises bien. Vas-y. Donc, il ne faut pas être égoïste. faut prendre des nouvelles de certaines personnes avec qui on a envie d'aller plus loin dans le réseau. Même, comme je disais, la date d'anniversaire, c'est important de savoir. Ce n'est pas pour être des amis, ce n'est pas pour papoter tout le temps, mais l'entretien du réseau déjà passe par ça. Deuxième chose, ce n'est pas lorsque vous avez besoin de la personne que vous devez maintenant venir pour dire « Ah, Christelle, est-ce que tu vas bien ?» Non, ça, ce n'est pas l'entretien du réseau. C'est pas l'entretien du réseau. C'est ça. Non, attends. Attends, c'est très important. Vous savez, la familiarité aussi, on va peut-être en reparler, la familiarité, ou alors, parce que quand vous avez un réseau et que tout de suite vous bondissez sur la personne, juste quand vous avez besoin, ça se voit aussi. Donc il faut être subtil en fait. Tu ne peux pas juste appeler quelqu'un parce que tu as besoin de cette personne, ça va finir par agacer. C'est pour ça que j'ai aimé quand il a commencé par « ne soyons pas égoïstes en fait, prenez des nouvelles ». Moi des fois, quand je me rends compte que je veux te demander quelque chose et que ça fait longtemps, j'utilise l'humour. Je te dis, je te fais un bonjour intéressé.
Ça, c'est ma technique. Je dis, bon, parce que je sais que je vais te demander quelque chose, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de tes nouvelles. Je dis, coucou, je sais que je suis en train de te faire un bonjour intéressé. Et puis, je sais que tu vas rigoler et ça va briser une barrière. Vas-y. Donc, oui, il ne faut pas être égoïste, on l'a dit. Prendre des nouvelles. Il y a une chose aussi qui est, moi, tous les intervenants qui étaient à la première édition en 2023 de l'événement, les 2 tiers, je ne les avais jamais vus. Je les ai rencontrés où? Sur LinkedIn. Je pense qu'on connaît tous LinkedIn ici, on est tous abonnés. On a tous un compte. Mais je ne sais pas quand j'ai créé l'événement que j'ai commencé à parler avec eux. Moi, je savais qu'en 2023, j'allais lancer l'événement. Donc, 1 an avant, j'ai commencé à travailler là-dessus. 1 an avant. J'ai commencé à travailler 1 an avant. Parce que je savais, je connaissais ma cible d'intervenants. Je savais que j'avais besoin d'un expert en communication. Même si je suis spécialiste d'intelligence économique et de veille stratégique, j'avais besoin dans un panel de certains experts. J'ai fait l'école de guerre, j'avais mes amis. Mais je ne voulais pas partir sur ces amis, je voulais prendre d'autres experts. J'avais besoin d'experts, comme on appelle, sur les questions juridiques. Parce que quand vous êtes entrepreneur, c'est les histoires de famille. Ah, aujourd'hui, Christelle, c'est ma cousine. Le projet, on va travailler ensemble. Mais tu sais, on ne va pas signer un contrat, ce n'est pas grave. Non. Non. Même si tu travailles avec ton père, il faut signer un contrat. Et j'étais à un événement récemment, il y a un des intervenants qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, n'entrez jamais en affaire avec quelqu'un que vous n'êtes pas prêt à mettre en prison. N'entrez jamais en affaire avec quelqu'un que vous n'êtes pas prêt à mettre en prison. C'est juste pour rebondir par rapport à ce qu'il dit. Et les histoires de WhatsApp, oui, j'ai accepté, c'est bien. Parce qu'après, vous allez dire, on va faire la capture d'écran. Mais maintenant, on met le truc qui s'efface là. C'est bien. Mais pour moi, c'est toujours le contrat. Donc, une fois que vous finissez de signer le contrat, c'est clair. Donc, c'est comme ça que j'ai recruté les intervenants et l'événement, par la grâce de Dieu, a été un succès. Et ces personnes, jusqu'à aujourd'hui, on est dans un réseau, on se parle. Quand ils ont besoin de moi, je me déplace comme aujourd'hui, je viens donner mon expérience. C'est ça le réseau. J'avais des choses à faire aujourd'hui, mais j'ai tout annulé parce que Christelle, quand je l'ai invitée, elle était énormément occupée. Elle a laissé. Il faut rendre l'appareil aux gens. Et ça, c'est hyper important. Alors, vous ne pouvez pas développer votre réseau aussi lorsque vous avez des choses qui sont intéressantes, mais vous les gardez que pour vous. Vous ne voulez pas intégrer les autres. Parce que quand il y a un projet, par exemple, où, moi, si j'ai un projet demain de 500 femmes qui doivent être formées sur le leadership, je ne suis pas un spécialiste du leadership féminin, mais bien sûr que je vais penser à Christelle. Et s'il y a des aspects d'intelligence économique, de veille, ou bien je ne sais pas, dans mon domaine de compétences, elle va penser à moi. C'est comme ça. Mais pour vous, vous seul, vous êtes spécialiste du leadership féminin, spécialiste de l'intelligence économique, spécialiste de la cosmétique, même si vous n'avez pas fait. Mais c'est quel réseau vous allez développer? Ça, c'est désolé de parler comme ça, mais c'est être méchant. Faut qu'ils redisent. Non, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, on pense qu'on est, même si on connaît des choses, c'est important. Pourquoi on parlait de différentes perspectives, d'avoir toujours un échange avec des personnes qui apportent des perspectives différentes. Et il y a une chose aussi, c'est aussi comment on paraît aux yeux des gens. Je ne dis pas qu'il faut écouter tout ce que les gens disent. Les gens ont toujours quelque chose à redire, mais c'est important aussi d'avoir des personnes, d'avoir une bonne attitude qui fait que les gens aient envie et que vous sachiez de quoi vous parlez. Parce que si on vous invite et que derrière les gens sont embarrassés, tu parles, c'est là où tu commences à regarder tes notes. Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Non, on ne peut pas t'inviter en fait. Donc il y a une certaine carrure, il y a une certaine prestance en fait à avoir et connaître son sujet. Je sais que Alain, j'ai vu tous les sujets, c'est pour ça aussi que je l'ai invité, j'ai vu tous les sujets sur lesquels, en termes d'intelligence économique, il connaît son sujet. Et donc c'est important parce que quand quelqu'un connaît un sujet, même si vous ne connaissez pas, vous avez envie d'écouter. Il va vous faire aimer ça. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent même pas encore qu'ils ont envie de faire ça ou qui sont intéressés, mais ça va leur donner envie de le faire en fait. Parce que tout ce qu'on fait, on inspire les gens. Les gens nous regardent à nous et ils sont inspirés. Quelqu'un va vous dire, ah ben moi, parce que je vous ai écouté à tel endroit, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Donc c'est très important et c'est ça aussi le réseau. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas mépriser. Et comment on fait en fait quand tu as un réseau et que tu as un... Je sais pas, excuse-moi, c'est une question, c'était pas dans mes notes, mais
tu as une altercation ou un différend avec ton réseau, comment tu fais en fait pour gérer ça et passer outre et continuer quand même à garder le réseau? Parce qu'il y en a qui me posent souvent cette question aussi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, avant de revenir là-dessus, je vais dire que lorsque vous arrivez dans ce type d'événement, avant d'arriver, vous avez déjà des objectifs, tu en as parlé. Mais ici, il faut négliger et mépriser personne. Parce que vous ne savez pas qui est assis là. Oui, il y a des personnes, peut-être je connais Esther, je connais un peu ce qu'elle fait, je connais Christelle, mais je lui ai dit 90%, on ne s'est jamais rencontrés. Mais peut-être qu'au sorti d'ici, je vais sortir peut-être avec 15 ou 20 clients qui vont me demander des formations en intelligence économique. Donc, ne négligez personne. Et par rapport à la friction dans le réseau, après moi, je suis chrétien et je la filme. Si ça va... Oui, je suis chrétien, je la filme. Je suis chanteur aussi, donc peut-être qu'on va faire un petit truc tout à l'heure. Non, mais pour être plus sérieux, ça veut dire que ayez la capacité de demander pardon. Qu'est-ce que ça va vous faire? N'est-ce pas? Si je blesse quelqu'un, je dois être capable de demander pardon. Ah bon, peut-être sur cette session, on ne s'est pas entendu. L'humilité précède la gloire, comme on le dit. Donc, je demande pardon. Et puis, même si la personne n'accepte pas tout de suite, parce qu'il y a des gens qui sont très durs, mais derrière, pour ceux qui sont croyants, si vous priez, Dieu va agir en fait. Absolument. C'est très très fort, hein. La capacité de demander pardon. Tu as parlé d'humilité, c'est très important. Être humble, être accessible, c'est très important. Maintenant, il faut qu'on parle j'ai envie de parler de quelque chose de très important. On ne peut pas parler de passage à l'action sans discipline. Pour moi, parce que des fois, on parle des choses, on a l'impression que c'est juste un mot pour faire joli, mais la discipline, en fait, c'est-à-dire quel rôle joue la discipline dans le passage à l'action, selon toi? Alors, la discipline, c'est un élément qui est très fondamental. Pourquoi? Et l'une des choses dans la discipline, c'est que souvent quand vous êtes entrepreneur ou bien vous voulez entreprendre, et ça je le dis encore, ah non, j'ai mon frère qui va faire ça, j'ai ma soeur qui sait faire ça, ou je prends ma soeur pour mettre dans mon cabinet. Non, ça aussi c'est de la discipline. Si votre frère ou votre soeur n'est pas compétente pour telle ou telle tâche, ce n'est pas la peine de la mettre dedans. Ready. La personne, si votre frère ou votre soeur n'est pas capable de faire, ce n'est pas la peine. La personne peut vous aider dans des tâches précises, quotidiennes, mais dans les choses de spécification, ce n'est pas la peine de mettre votre frère, votre soeur. Et vous-même, dans la discipline, vous devez avoir un planning, et ça tu l'as si bien dit, quelque chose vraiment de tracé. Même si le planning, vous ne le respectez pas à la lettre, vous vous dites aujourd'hui, quand je me lève, j'ai 5 clients à appeler, j'ai 5 clients à qui je dois présenter un produit. Donc faites tout d'ici 9h jusqu'à 18h, vous devez être capable de le faire. La discipline, ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et si vous vous sentez faible quelque part, acceptez de façon simple de vous former aussi. Parce que se former, c'est être discipliné. Parce que vous sentez qu'il y a un manque. Parce que souvent, ça ne sert à rien de faire l'orgueil et vous faites du bricolage. Le monde dans lequel on est, et je le dis encore, on est dans un monde de guerre économique, on est dans un monde de guerre de l'information. Les gens qui sont dans votre environnement économique ne sont pas là pour rigoler avec vous. Et les gens ne sont pas là pour vous céder de la place. Et c'est dans le secteur de l'immobilier, qui est un secteur qui est très compétitif, très concurrentiel. Il faut faire de la veille, il faut regarder autour de vous. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que mon concurrent fait qui marche? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Analyser. Il faut comprendre la psychologie des gens qui sont autour de vous. Quand vous arrivez dans un environnement qui est compétitif, qui est concurrentiel, qui va vous briser, il faut comprendre les gens qui sont autour de vous. Dans le secteur d'activité dans lequel vous allez être, si vous faites du coaching, aujourd'hui, les gens ont tendance à assimiler le coaching à quelque chose de pas bien. On nous dit que c'est quelque chose qui est galvaudé. Mais donc, il faut avoir des certifications. On a HEC Paris qui est là et d'autres écoles. Quand vous sortez de ces écoles et vous faites des formations, je suis coach je ne sais pas, vous dites n'importe quoi et vous dites HEC Paris, mais ça parle. Quand je vous dis je suis expert en intelligence économique et stratégie de l'école de guerre économique, je pense que quelqu'un a dû se dire
École de guerre économique. Oui, ça existe depuis plus de 24 ans. Et quand vous sortez de là, vous avez un état d'esprit qui change. Vous avez un mindset qui change. Vous avez la compétition économique dans le corps. Ah oui, Redis. la compétition économique dans le corps. Donc, lorsque vous êtes face aux difficultés, mais rien ne peut vous ébranler, pardon. Et c'est important en fait de regarder aussi ce que vous avez en fait, tu vois. Si on prend par exemple Esther, moi ce que j'aime bien chez elle, c'est son peps. Ça y est, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier, mais elle a un peps, un engouement, en fait, elle croit en son truc. Mais je vous dis, on rigole, mais ça fait souvent toute la différence. Des fois, vous allez vous rendre compte, quand vous discutez souvent avec certaines personnes, vous leur demandez pourquoi est-ce que vous avez choisi telle personne versus l'autre. Et je le dis parce que j'ai eu tellement d'appels d'offres où j'ai participé moi-même à des gens qui venaient aux appels d'offres. Des fois, les choix sont simples. Vous avez quelqu'un, oh non, je t'ai choisi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'ai choisi à cause de ton nom. Bon, non. Ok. Et donc, en fait, c'est fou, hein, mais c'est souvent très simple. Quelqu'un va te dire, il y a une autre personne va dire, ok, toi, je t'ai choisi parce que tu souris tout le temps. Ok. Donc, n'hésitez pas aussi à jouer sur qui vous êtes, votre personnalité, parce que ça aussi, c'est un atout majeur, en fait. C'est très important. Et ça, c'est aussi la discipline. Ce qui fait que si vous savez qu'il y a un trait de votre caractère qui revient toujours, qu'on apprécie, focalisez-vous dessus. En fait, on a souvent tendance à beaucoup travailler ses défauts et on ne travaille pas assez ses qualités, alors que 20% des actions que vous faites vont produire 80% de vos résultats. Et n'oubliez pas, ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'achètent pas le nom de votre entreprise, ils n'achètent pas le produit, ils achètent une personnalité. Donc, les gens, ils achètent ce que vous êtes. Moi, les gens, ils viennent à l'événement parce qu'à la fin de l'événement, oh, Alain, ton équipe, elle est comme ça. Oh, voilà, on a aimé la simplicité, etc., etc. Mais les gens, si vous êtes orgueilleux, franchement, si les gens, on peut rien vous dire, on ne peut pas vous parler, mais ça ne sert à rien. Donc, les gens, ils achètent une personnalité. Qui connaît ici comment on appelle le nom du directeur, celui qui a, je crois, 40-50% de Coca-Cola, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Warren Buffett. Mais ça, c'était des entreprises où avant on mettait le produit. Et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un produit comme Coca-Cola où les gens vont se dire, attention, moi je ne connais pas forcément le produit, je ne connais pas forcément le directeur du produit, mais je connais le produit. Elon Musk, on voit sa tête avant d'aller acheter Tesla. Absolument. Donc on achète seulement ce qu'il est, il fait des folies, il fait ceci, mais les gens achètent parce qu'il veut révolutionner le monde. Absolument. Et c'est sa vision. La vision qu'il porte, même quand on regarde même la vision, j'en parle de Elon Musk parce que quand on regarde même la vision qu'il a sur tout ce qui est énergie durable, il a une vision mais qui transcende les générations. Et j'ai souvent l'habitude de dire que, vous savez, vous pouvez mourir mais vos idées ne meurent jamais. Parce que vos idées, vous pouvez les transmettre. Et les idées ne meurent jamais. C'est pour ça que les idées sont... des fois vous priez, vous demandez la richesse, etc. Alors que vous avez l'idée en vous. C'est l'idée qui est la source, qui est la mère de toute chose. Donc il y a sûrement quelqu'un parmi nous là qui... Je ne sais pas, depuis que tu es petit, il y a quelque chose. Quelque chose. Est-ce que ça vous est pas arrivé? Des fois, vous passez à un endroit et vous dites, j'ai vécu cette scène. Non? Ou bien vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Moi, je crois beaucoup à la prédestination. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est pour ça que vous allez arriver. Il y a des choses que vous avez l'impression d'avoir déjà vécues. Il y en a qui vont me dire, cette réunion, je l'ai rêvée, j'ai vu, tu étais habillé comme ça. Beaucoup d'entre vous vont me dire ça. Si je demande, si on lève la main, qui m'a vu, que c'était cette couleur, etc. Mais parce qu'en fait, Dieu prépare les choses. Et ce qui fait que quand vous avez souvent ce battement de cœur en vous, il y a quelque chose, à chaque fois ça revient. N'éteignez pas cette lumière, n'éteignez pas ce rêve. Repartez, j'aimerais que chacun reparte ce soir en disant, il y a ce truc en moi, ça doit sortir. Ça doit sortir. En fait, c'est toujours, vous savez, l'idée, c'est comme quand une femme est enceinte. Quand vous êtes enceinte, il y a toute cette période et tout, où d'abord, on ne voit pas la grossesse, parce que pendant les 3 premiers mois, ça ne se voit pas. Dieu n'est pas fou. Pareil, vos idées, des fois,
ça ne doit pas se voir tout de suite. Et après, quand ça commence à se voir, les gens commencent à voir, les gens, voilà. Et après, maintenant, vous accouchez. Et quand vous accouchez, les contractions, c'est là où vous allez arriver aussi à un niveau où vous ne dormez plus. C'est comme si, je ne sais pas, il faut que ça sorte. Vous êtes dérangé. Vous ne dormez plus. C'est la même chose quand vous accouchez. À un moment, vers la fin de la grossesse, vous n'arrivez plus à dormir, en fait. Et donc, je vais souvent prendre cette analogie-là, parce que l'idée, quand vous êtes porteur d'une idée, c'est comme une femme enceinte, en fait. Et donc, non, vous ne pouvez pas avorter ce bébé qui est en vous. Absolument pas. Il doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Et personne ne viendra croire en vous que vous-même. Vous voulez mettre en place un projet, la famille, certains membres de la famille vont dire « Oh non, mais c'est pas trop intéressant. » Les amis vont dire « Ça ne marchera pas. » Certaines personnes vont sortir de nulle part. Mais il faut aller dans la vision jusqu'à l'exécution. Il faut croire que le projet dans lequel on est en train d'être embarqué, le projet va arriver à destination. Il faut avoir la force de conviction. Souvent j'entends, et ça c'est plus même les enfants de Dieu disent, oh vraiment les gens sont trop jaloux. Mais en fait les gens ils rêvent debout. Mais les gens seront jaloux, c'est normal. Même quand tu es en train de boire de l'eau, les gens sont jaloux parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boire de l'eau. Donc si vous voulez vivre dans un monde où les gens ne seront pas jaloux, mais créer une autre planète quelque part et rester seul. Et si je peux me permettre, c'est tellement fort ce que tu dis. Les gens seront toujours jaloux. La Bible dit que, et puis j'ai aimé, je crois que c'est Nissi qui a dit qu'il n'y a pas de territoire qui vous est cédé comme ça. Vous devez vous battre pour imposer votre territoire. Et la Bible dit quoi? Pour ceux parmi nous qui sont croyants, qui croient vraiment à la Bible comme moi, Isaac a créé un puits, les Philistins ont fermé. Il a creusé un autre puits. Les Philistins ont fermé. Il fermé pourquoi? C'est la jalousie. Il a creusé un autre puits. Les Philistins ont fermé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maintenant creusé. Ce que j'aime sur Isaac, il ne s'est pas découragé. On a parlé de agir avec persévérance. Il a continué à creuser. Est-ce qu'il a dit que les gens sont jaloux de moi, j'arrête de creuser mon puits? Non. Il a creusé le puits jusqu'à ce qu'il a dit, ça, c'est mon Rehoboth. Parce que les gens ne vont pas vous ouvrir des portes quand vous lancez dans quelque chose. Hein. Vous devez vous battre jusqu'à trouver votre Rehoboth. Et le Rehoboth se trouve comment? En persévérant. En faisant quoi? Et l'une des clés aussi par rapport à la discipline, c'est que quand vous avez des clients, il faut les aimer. Il faut les aimer, les clients. Oui, il faut les aimer. Parce qu'il y a des gens... Vous avez des clients, une fois que les clients discutent avec vous, oh, ils pensent que quoi, ils croient. Non, c'est eux qui vont faire le chiffre d'affaires. Après, je ne dis pas de vous laisser mépriser ou quoi, mais il faut aimer les clients. Dites pour ceux qui sont chrétiens, parce que je ne connais pas trop la configuration de la salle, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez prier pour que Dieu puisse vous donner le cœur pour aimer les clients. Et ça marche. Seigneur, aide-moi à aimer les clients. Parce que souvent, dans les clients que vous avez des gens peut-être qui vous ont, comme ils disent les jeunes dans leur jargon, des gens qui vous ont fait du sale. Mais il faut aimer faut aimer les clients. Et comme ça, votre chiffre d'affaires, il va encore aller. Et une autre chose, c'est que, en fait, les gens qui vont développer votre entreprise, ce n'est pas la banque. Ce sont les clients qui vont développer votre entreprise. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise. Mais si vous avez des clients, vous avez des entreprises. Et ça, c'est hyper important. Il faut mettre à l'idée que les clients ou les prospects, avant de les transformer en clients, sont très, très importants. Une autre chose, c'est que souvent, les gens, dans la discipline, et comme je crois la dame, elle a dit encore, il faut choisir sa niche. On est là, au début, lorsqu'on commence l'entreprise, on veut faire des bonbons, on veut faire du verre, on veut faire des téléphones, on veut faire des tables. Non. Regardez bien l'environnement économique. Et lorsque vous choisissez la niche, quand la niche marche bien, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a une niche qui marche très bien dans la cosmétique. On parle des afros, les cheveux texturés, etc., etc. Ça, ce sont des trucs qui marchent bien. Essaye de donner une niche qui marche très bien, l'immobilier. Et là, on sera à la 3e édition du LTB ensemble le 25 avril. Donc, il faut mettre ça dans ton carnet. Il y aura un débat sur l'immobilier en Afrique de l'Ouest.
Il y a d'autres niches qui marchent. Regardez dans votre business que vous faites, quelle est la niche? On peut être dans le coaching et choisir peut-être la niche des jeunes filles, peut-être à partir de 18-25 ans. Souvent, il y a d'autres qui veulent prendre des moments de 30, 45 ans. C'est bien. Mais est-ce que cette niche-là, vous avez déjà testé? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont brisées. Désolé de parler, qui ont suivi des sévices corporels, des choses difficiles. Peut-être que si vous allez sur cette niche-là, ça va marcher. Et plein d'autres choses. Donc la niche, il faut la travailler pour que votre activité puisse aller au sommet. Absolument. Et c'est une bonne transition parce qu'on ne peut pas te laisser partir comme ça. Les gens ont des questions, il faut qu'on réponde à leurs questions sans parler d'intelligence économique et de stratégie. Comment on peut utiliser, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, l'intelligence économique pour booster justement notre chiffre d'affaires et faire passer nos affaires à une autre dimension. Alors, qui a déjà entendu parler d'intelligence économique? 5 personnes. Waouh, c'est pas grave. En fait, on fait tous de l'intelligence économique. Là, on est venu aujourd'hui, on est tous là, c'est de l'intelligence économique. Mais l'intelligence économique, c'est en fait des actions coordonnées de la collecte d'informations. Comment est-ce qu'on fait pour collecter l'information? On a tous ici des smartphones. Lorsqu'on a envie de chercher, par exemple, je dis n'importe quoi, elle a dit Nissi, elle cherchait des produits pour maigrir et tout. Je pense que peut-être tu es allé sur Google ou sur les... Voilà. Mais Google n'est pas le seul moteur de recherche qui donne la bonne information. Et ce que vous devez comprendre, c'est que celui qui crie plus fort, c'est lui qu'on entend. C'est parce que Google a crié très fort, très fort, qu'aujourd'hui, on a le réflexe d'aller les voir. Mais à côté de Google, il y a d'autres moteurs de recherche qui sont chinois, qu'on appelle Baidu. On a des moteurs de recherche comme Quant, qui sont des moteurs de recherche européens, et il y a plein d'autres. Donc, on fait des formations pour vous donner le mécanisme et les attitudes à avoir. Donc, l'intelligence économique, ça vous permet donc de collecter la bonne information par rapport à ce que vous cherchez, avec la méthode, les attitudes et les techniques. Ces informations, une fois que vous les avez collectées, il faut les traiter. Il faut savoir quelle est la bonne information qui va me servir tout de suite. Il faut savoir quelles sont les informations que je vais pas étudier tout de suite. Parce que ces informations-là, elles vont me permettre de prendre une décision stratégique. Donc l'intelligence économique me permet donc d'identifier les menaces dans mon secteur d'activité. Moi, je vais parler très concrètement. On prend par exemple le secteur de la cosmétique où Nissi est là-dedans. On a en termes d'innovation, beaucoup de personnes qui rentrent sur le marché de la cosmétique. Donc si elle se dit, oh le marché des cosmétiques, moi je suis déjà bien installé. Non, en 2-3 ans, peut-être que le produit qu'elle a fait va disparaître comme on appelle du marché. Donc elle doit faire de l'intelligence économique, regarder quels sont les nouveaux produits qui marchent, quels sont les nouveaux entrants qui entrent sur le marché et quelles sont elles-mêmes ses faiblesses pour pouvoir transformer ces faiblesses-là en force. Merci. Et surtout, l'intelligence économique permet de capter les opportunités. Tout à l'heure, elle a fait des recherches pour trouver le thé amincissant. Mais vous, dans votre secteur, quelles sont les opportunités? Il y a énormément d'opportunités. Moi, je vous ai parlé de mon opportunité simple. Je suis venu ici, il faut que je parte de là très concrètement avec 20 personnes qui vont faire, à partir de la semaine prochaine, une formation en intelligence économique et veille stratégique. Ce n'est pas seulement que dans l'entreprise, mais on fait de l'intelligence économique pour se former pour sa vie de tous les jours. Parce que je prends l'exemple de ceux qui sont en train de nous filmer là. Mais demain, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que demain, les appareils que vous avez posés comme ça là pourront être là encore pour nous filmer? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va mettre de l'intelligence artificielle quelque part. Les gens seront par exemple en Chine, ils vont nous filmer pendant qu'on est assis tranquillement à Paris. Mais comment est-ce qu'eux, ils peuvent faire de l'intelligence économique en regardant l'évolution de leur métier? Aujourd'hui, quand vous regardez dans le secteur de la grande distribution, on a beaucoup de personnes qui étaient à la caisse qui ne sont plus. On arrive, on scanne les produits, etc., etc. Même dans les McDo et tout, bientôt vous verrez que avant il n'y avait pas, comment j'oublie toujours le nom, là où on passe avec le véhicule, là, j'oublie. Le drive qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, ça existe. C'est ça. Et si je peux juste faire le point, et c'est pour ça qu'en fait, au départ, quand je vous ai parlé de la méthodologie, la boussole royale, là, ce qu'il est en train de dire là, on parle effectivement de résilience. En fait, votre idée,
Vous devez tout faire pour que votre idée soit résiliente. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, même quand on travaille sa vision et qu'on met en place son plan d'action, il faut tout faire, ce qu'on appelle les plans de contingence. C'est pour ça que même dans l'entreprise, vous allez voir les backup plans, les plans de contingence, le plan de survie. Si la situation de crise arrive, comment est-ce que je réagis à la crise? Et c'est pour ça que quand on a un domaine, c'est important de se demander. Aujourd'hui, avant, on avait les appareils Kodak. Quelqu'un a encore vu un truc Kodak? C'est rare maintenant, je veux dire, on les voit quasiment les plus. Téléphones Motorola, Siemens, voilà, Nokia, ça n'existe plus. Ça Aujourd'hui, n'existe plus. Apple est monté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence d'Apple? C'est la vision. Et le mec est parti, mais sa vision continue. Il est mort, mais sa vision continue. Et il avait une vision, c'était deux choses. C'est-à-dire faciliter la vie des utilisateurs. C'est pour ça qu'il a parlé d'amour. Quand on aime, ça fait aussi partie des fruits de l'esprit. Quand on aime les gens, on fait tout pour faciliter leur vie. Et sa vision, c'était de faciliter la vie des utilisateurs. Et donc, il avait ça. On disait, je ne sais pas, pour ceux qui ont travaillé avec eux, moi j'ai beaucoup suivi ces interventions, ceux qui ont travaillé avec eux, on disait que c'était quelqu'un qui était obsédé par le client. Aujourd'hui, dès qu'un client s'énerve contre quelque chose, on dit il dérange. Monsieur Steve Jobs, c'était pas ça. Il était obsédé par rendre la vie du client facile. Donc, dans tous les métiers, c'est pour ça que je parlais vraiment dans la boussole, la résilience, c'est la clé. Même dans votre business, ce qui est bien dans la boussole que je vous ai présentée aussi, c'est pas seulement pour les personnes, mais c'est aussi pour les projets que vous travaillez. C'est pour ça que même dans le livre Leadership en action, il y a des exemplaires qui sont là-bas. On parle de ça, comment on bâtit sa propre boussole, comment on bâtit la boussole de son projet, comment on bâtit la boussole de sa personne. Parce qu'en fait, même pour votre projet, si vous ne travaillez pas en vous-même, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est important, vous-même, vous êtes un projet. Est-ce que vous savez ça? Que vous-même, vous êtes un projet. Et que vous-même, vous ne devez pas vous laisser dépasser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand on a parlé, tous les intervenants ont insisté sur le fait de se former. Moi-même, je me forme. Je vais vous dire un secret. Je peux vous dire un secret? Je ne peux pas passer un jour sans apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est mon secret. Si un jour passe, je n'ai pas lu ou appris quelque chose de nouveau, je ne dors pas. Et si j'ai sauté un jour, je me mets en discipline, je vais apprendre 3 fois plus. Et je ne dors pas. Moi, je ne dors jamais quand je suis fatiguée. Je me dors quand j'ai accompli les objectifs que je me suis fixés pour la journée. Sinon, le sommeil ne vient pas. Donc, c'est très, très important. Ce que vous êtes en train de recevoir là, c'est des pépites, je vous garantis. Si vous prenez, je dis juste mettre en pratique tout ce qu'on est en train de dire dans ton business, comment tu fais pour être résilient? C'est la résilience, c'est pas juste le mental, c'est aussi comment mon entreprise, moi je vous dis, j'ai travaillé 20 ans en entreprise, on est passé par des crises, le Covid, je peux vous faire toute une conférence sur comment le Covid a changé. Il y a des entreprises qui ont disparu pendant le Covid, disparu totalement. Et il y aura d'autres crises, hein. Donc, ça nous a forcé même dans l'entreprise à mettre en place ce qu'on appelle des plans de contingence. Si une autre crise semblable arrive, comment on fait? Et votre projet, vous-même, pour gérer vos propres crises, gérer les crises de votre entreprise, vous devez avoir un plan de contingence. Ce sont les entreprises qui survivent en fait. Hein. Parce que demain, même les gens que vous connaissez, peut-être que ça peut changer, mais comment vous faites pour être toujours à jour? Et je peux vous donner un deuxième secret. Les gens aiment la nouveauté. Quand ça devient récurrent, trop, investissez sur l'innovation. J'ai dit quoi? Innovation. Parce qu'il y a 6 besoins psychologiques majeurs des êtres humains. Ça ne changera pas. Non, je ne vais pas parler de ça. Continue, on va parler après. Je donnerai ce truc-là après. Donc, alors, sur l'intelligence économique, moi, je veux bien peut-être qu'on parte peut-être aux questions, comme ça sera peut-être plus pratique. Non, juste avant les questions, je pense qu'il y a quand même un point. Non, il y a un point, en fait, qui est très important. J'insiste là-dessus, c'est mon côté très structuré, c'est la mesure. Mesurez vos actions. Pourquoi? Ça va vous permettre, vous avez un cap et ça va vous permettre de voir l'évolution de tout ce que vous faites. Prenez l'habitude de mesurer l'impact de vos actions. Donnez-vous des objectifs, c'est très très important. Parce que les objectifs vont vous permettre de vous dire, ah tiens, j'étais là aujourd'hui, comme Nissi disait, elle avait ses photos qui lui permettent par exemple de voir d'où elle vient. Donc mesurez tout ce que vous faites en fait. Donnez-vous des objectifs clairs. Parce que souvent les gens sont
très très vite dépassés par l'ampleur des événements ou l'ampleur de ce qu'ils font et ils ne mesurent pas. Mais donnez-vous des objectifs, c'est très important. Aujourd'hui, je ne sais pas, si tu lances une société, je ne sais pas, dans la communication, tu te dis, bon, je ne sais pas, j'ai envie de démarcher des clients, mais je peux me dire que, je ne sais pas, un jour, je peux appeler ou bien faire un déj, très simple, on va même trop loin. Je fais un déj avec quelqu'un. Pas juste pour agresser les gens, non. Juste créer une relation de telle sorte que, parler de ton projet de telle sorte que quand quelqu'un pense à toi, directement il associe ton nom. Vous savez que des fois, il y a des personnes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, mais Christelle, tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas pensé à moi en tant que prestataire? J'ai juste dit à la personne, je n'y ai pas pensé. Pourquoi? Parce que ça faisait 6 mois, 7 mois que la personne ne m'avait pas contacté. C'est con, hein? Mais vraiment, je vous dis, hein, c'est con. Ou bien vous avez quelque chose, vous pensez bien à quelqu'un, mais sur le coup, quand vous n'êtes pas en contact, ça ne vient pas tout de suite. Et quand la personne vous contacte, tout de suite vous dit, ah oui, mais tel, pourquoi? Donc c'est important, quand vous avez un réseau, de toujours garder des liens, de garder pour que les gens pensent à vous, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps leur demander, donne-moi ci, ou embêter. Non, juste coucou, salut. Les gens vont penser à vous. Donc c'est très important. La mesure, mesurer. Parce que ça va vous donner la discipline. Moi, c'est comme ça que je me donne la discipline en mettant des objectifs. Voici des objectifs. Si je ne fais pas ça, je me fâche contre moi-même, hein, très, très sérieusement. Je vais parler peut-être de 2 points après, on passera peut-être aux questions. Il y a l'aspect cybersécurité qui fait partie de l'intelligence économique. J'ai parlé de la veille. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en entreprise, on vous demande d'avoir des mots de passe robustes. Même à la maison, sur vos ordinateurs et tout, il y a certains qui aiment mettre leur nom, prénom, le nom de l'enfant, le nom du papa. S'il vous plaît, oubliez. Sinon, vous allez vous faire pirater. Mettez des mots de passe avec des symboles, des arrobas, voilà, tout ce que vous, des 2 points, etc., des virgules, des points, virgules. Cherchez des mots de passe robustes. Et ça doit être des mots de passe qui doivent être changés chaque 3 ou chaque 6 mois. N'attendez pas 1 an, 2 ans pour changer. Ne choisissez pas la facilité. Sinon, le jour où vous allez perdre toutes vos informations, ça sera très, très compliqué. On a plein d'entreprises qui commencent, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont commencé et puis qui se sont fait pirater. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais parler très rapidement de certaines stratégies qui marchent bien. Lorsque vous débutez ou bien vous êtes déjà en entreprise, il y a une des stratégies, c'est que ça peut être une stratégie importante. On appelle ça la stratégie de rupture. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, vous faites un produit, mais vous voyez que le produit ne bouge pas, ce n'est pas la peine de s'entêter, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Vous dites, oh oui, ça va marcher, mais le temps passe. Arrêtez et cherchez un nouveau produit ou bien une nouvelle innovation. Donc ça, c'est la stratégie de rupture. Il y a aussi la stratégie de compétition. Je parlais des guerres de l'information, des guerres économiques. N'oubliez pas qu'on est dans un monde où, lorsque vous vous levez le matin, dites-vous la même façon dont vous réfléchissez, le voisin d'à côté qui entreprend, il réfléchit aussi. Vous n'êtes pas le plus intelligent, le plus motivé, donc mettez toutes les chances de votre côté. Donc la compétition, elle doit se jouer tous les jours. Deuxième chose. La troisième chose, il y a ce qu'on appelle la stratégie de spécification. Essayez de vous spécifier dans un domaine précis. Si vous faites de la cosmétique, vraiment soyez un pro de la cosmétique. Maîtrisez les innovations dans la cosmétique, maîtrisez les changements, même par rapport aux changements climatiques. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des emballages bio, des choses comme ça. Donc, il faut vous former et surtout, c'est un secteur qui est très réglementé. Faites de la veille pour savoir comment ça se passe. Il y a une autre stratégie qu'on connaît tous, qui est la stratégie marketing et communication. N'oubliez pas, ça je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on sait tous, on a des téléphones, mais de grâce, ne vous improvisez pas tous CM, Community Manager, parce que maintenant tout le monde fait Community Manager de son entreprise. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Beaucoup. Et puis il y a une autre stratégie, je vais finir avec ça parce qu'il y en a tellement, une stratégie où il faut s'adapter en fait. Voilà, là vous arrivez dans un environnement, c'est compliqué, il faut s'adapter, il faut mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir s'adapter. Voilà. C'est super. Et j'avais juste une dernière question avant qu'on ne passe aux questions. Quand tu as exécuté, si on parle des visions que tu as pu exécuter dans ta vie, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise en exécutant ta vision? Je pense que ça peut aider pas mal de personnes d'entre vous. Quelle est la meilleure, si tu avais une leçon que tu as apprise en exécutant ta vision, ce serait quoi? Alors, ce serait, il y en a tellement, je vais prendre une. La meilleure. La meilleure. Ça serait un peu difficile, mais la meilleure, c'est que lorsque vous portez un projet à partir de l'idée, que vous arrivez à la réalisation, la satisfaction, c'est que, pas vous, mais les gens qui sont en face de vous adhèrent à votre projet et
ils partent avec une satisfaction personnelle et même physique. Vous dites, ah ouais, j'ai quand même, entre guillemets, réussi. C'est-à-dire, c'est la satisfaction des autres qui font votre réussite et qui vous apaisent en fait. Et là, je reconnais ton côté généreux. Est-ce qu'on peut l'applaudir?